Bon, je propose qu'on commence. Je suis Kaylee O'Sullivan, chargée de mission égalité et également enseignante d'anglais spécialisée à la faculté de santé. Aujourd'hui, c'est vraiment avec une immense joie que nous lançons cette nouvelle édition du mois de genre à l'Université d'Angers. Il est devenu un rendez-vous incontournable. Cet événement reflète notre volonté collective de sensibiliser, débattre, militer, déconstruire les stéréotypes liés au genre. Le mois du genre est avant tout une histoire collective, marquée par des années d'engagement, des luttes et de réflexion. Il s'est inscrit désormais à l'Université d'Angers, pleinement dans la politique de notre établissement, à travers la mission égalité. Ce dernier point n'est pas anodin, parce que pour moi, et pour beaucoup, c'est une reconnaissance du chemin parcouru, est un signal fort, celui d'une université qui œuvre activement pour l'inclusion, la diversité et l'égalité. Ce mois est une occasion précieuse d'échanger, d'apprendre et d'agir ensemble à travers 33 événements, il me semble, conférences, ateliers, expositions, débats, parmi beaucoup d'autres. Nous allons explorer des thématiques essentielles. Le mois de genre permet aussi de rendre accessible à toutes et à tous, étudiantes, personnel, grand public, les analyses, les œuvres artistiques et les questionnements autour du genre. Mais le mois du genre, c'est bien plus que cela. Il nous invite également à comprendre comment les discriminations se croisent, se renforcent, le sexisme, racisme, LGBTQIA+, phobie, validisme, et nous rappelle l'importance de militer ensemble pour bâtir une université où chacune et chacun peut s'épanouir. Donc vraiment, je remercie vivement celles et ceux qui rendent cet événement possible aujourd'hui. Je remercie David, mon collègue, qui est directeur scientifique du pilotage de l'événement, parmi beaucoup d'autres choses, et qui reviendra dans un instant sur les thématiques militer. Je remercie également Nathalie et l'ensemble de l'équipe de pilotage. Vous êtes nombreux, très nombreux. Je suis désolée si je nomme pas tout le monde, mais je voulais notamment remercier le service communication et Cédric, Chloé, et également à Laure du service culture. Catherine Passerani, notre vice-présidente en charge de l'égalité et aussi l'international à l'Université d'Angers, l'ensemble de nos partenaires, les associations engagées qui contribuent activement à cet événement. Merci également à la ville d'Angers pour son précieux soutien. On me demande comment on peut avoir encore le mois du genre aujourd'hui, en 2025, une année qui rime avec des coûts budgétaires importants pour le service, pour la culture, pour l'université, pour l'enseignement supérieur. J'ai une réponse très ferme que le mois du genre, reste indispensable parce que les inégalités persistent encore à tous les niveaux, institutionnels, national, international. Cet événement nous rappelle que le combat pour l'égalité est loin d'être terminé. Et c'est à ce titre que je tiens également à saluer le travail de l'équipe élargie de la mission égalité à l'Université d'Angers. Merci à Manon, merci Nathalie, merci Flore et Fanny, merci aussi au réseau des référentes et référents de l'égalité instauré depuis l'année dernière à l'Université d'Angers. Et une mention spéciale pour Océane, qui coordonne la cellule d'écoute des violences, des discriminations, harcèlement à l'Université d'Angers, qui joue un rôle clé tout au long de l'année. Océane pilote également la mise en place d'un nouveau plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes à l'Université d'Angers. Un travail essentiel pour faire respecter la loi, mais aussi réduire les inégalités encore présentes dans notre université. Donc merci vraiment vivement
à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement quotidien, font avancer nos valeurs communes. Donc cette année, je vous invite chacune et chacun à participer pleinement, à débattre, à questionner et à militer. Ensemble, je crois vraiment que nous pouvons faire bouger les lignes. Et en lien avec le thème de cette année, je vous laisse avec des mots qui m'ont inspiré, des mots de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyennes et citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que le changement s'est produit. Donc merci vraiment à tous et à toutes. Et je vous souhaite un excellent mois de juin 2025. Merci Kaylee et bonsoir à toutes et tous. On est évidemment ravis de vous voir si nombreuses et nombreux avec nous de nouveau pour cette 9e édition du mois du genre, dont la thématique cette année, le slogan, j'ai envie de dire, est militer. Une thématique qui résonne dramatiquement avec l'actualité, je vais y revenir, mais qui est aussi et avant tout peut-être ici un objet de recherche universitaire. Il faut souligner que le militantisme, l'engagement politique sont des objets de recherche, sont des objets d'enseignement. Nous travaillons sur ces objets à l'Université d'Angers, les droits des femmes et des minorités de genre, les droits des enfants et des jeunes, les droits des minorités, des migrantes, des exilés, les droits sociaux plus largement. Et c'est le moment peut-être ici de réaffirmer à cet égard que l'on peut, peut-être même que l'on doit, quand on est chercheur, quand on est enseignante, enseignant, être à la fois un scientifique et un ou une militante, ou au moins quelqu'un d'engagé. C'est même, nous semble-t-il, avec le comité de pilotage qui a réfléchi à cette thématique l'année dernière, l'engagement est une condition pour faire de la meilleure science, d'une certaine manière. C'est-à-dire être à la fois capable de se situer en tant que chercheur, mais aussi contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, plus juste, précisément. Et on va retrouver cet enjeu dans plusieurs événements du mois du genre, et je vais les teaser un petit peu, et je vous invite à y assister. Il y aura par exemple une table ronde qui s'intitulera « Savoir situé, savoir militant », qui sera animée par Shadia Arab avec Ouria Bentouami, Sana Benbeli et puis Fatima Ait Ben Madani, qui aura lieu le 18 mars à la Maison de la Recherche Germaine Tillon. Savoir situé, savoir militant, donc, qui posera cette question. On aura également le lundi 3 mars, dans un autre registre, ici au 4, une table ronde intitulée « Militer contre les violences sexistes et sexuelles » qui posera cette question de l'arrimage entre la recherche en droit, en sociologie et la lutte contre les VSS, avec la présence de Christelle Hamel, qui est sociologue, et Catherine Lemaguerès, qui est juriste. Donc cette dimension, voilà, objet de recherche, objet d'enseignement, autour du militantisme, elle est importante. Mais l'autre aspect que je voulais évoquer avec vous ce soir en quelques minutes, évidemment, c'est que militer, c'est être aussi capable de répondre à une actualité brûlante en ce moment, qui voit les droits acquis par les femmes et les minorités de genre être ouvertement menacés par des forces politiques réactionnaires, des forces qu'on pourrait qualifier de virilistes, de masculinistes, qui sont dans, je dirais, la toute-puissance actuellement. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Argentine, en Hongrie, en Italie, et puis en France, tout simplement. Et on rappellera tout au long des conférences et des performances que ces droits acquis n'ont jamais été donnés aux minorités, mais arrachés par elles. Les droits des femmes à l'avortement, par exemple, qu'on rappellera lors de la soirée du 20 mars commémorant la loi Veil. Je vous invite aussi également à venir aux lectures Faire corps, qui proposera des lectures de l'autrice Frédérique Mingan le 10 mars sur cette thématique de l'avortement. Les droits des personnes LGBT, avec un ciné-débat le 14 mars autour du film Pride. Les droits des personnes racisées, que nous aborderons avec la venue de la grande militante afroféministe Rokhaya Diallo le 4 mars. Et j'en profite pour dire que l'événement qui était complet
a été déplacé dans une plus grande salle et donc les places sont de nouveau réouvertes et vous pouvez faire circuler l'info autour de vous. On pourrait être 350 à venir écouter Rocailla le 4 mars. Et ces artistes et intellectuels nous le diront, je pense, rien n'est jamais acquis. L'amnésie de l'histoire est partout et la lutte est à chaque fois nécessaire pour réaffirmer les droits et les mettre en pratique de manière effective. Et c'est aussi par là que je vais terminer. C'est à ça, à nos yeux, que sert le mois du genre aussi, ici à l'Université d'Angers. C'est prendre conscience de la fragilité des droits et favoriser les engagements étudiants contre les discriminations et les violences. C'est ce à quoi nous travaillons. Faire de l'université non seulement un sanctuaire, mais un lieu d'initiative militante qui se propage dans les sociétés pour construire, pierre après pierre, un monde plus égalitaire. C'est notre mission de service public de l'enseignement supérieur. Et comme me le disent pas mal de collègues depuis quelques semaines, on est aussi là pour se rapprocher les uns des autres et se solidariser les uns des autres dans ce contexte hostile. Vivement le mois du genre, disent certains collègues. Ça va faire du bien d'être ensemble, de prendre un peu d'énergie collective pour lutter contre la stupeur qui nous saisit chaque matin quand on ouvre le journal. Alors pour ça, il y aura aussi une dimension plus ludique, plus performative, plus excentrique, plus queer, on pourrait dire, dans ce mois du genre. Et on aura un certain nombre de spectacles qui nous permettront de faire corps ensemble et de faire front ensemble. On a peut-être quelques années d'hiver à passer, mais on va se tenir ensemble sans renoncer aux idéaux qui nous animent. Alors c'est parti. Merci aussi à celles et ceux qui ont contribué à l'organisation, le comité de pilotage du mois du genre, avec en particulier les étudiantes et les étudiants du master études sur le genre qui ont concocté comme chaque année un site web magnifique avec des ressources, des définitions, des notices biographiques. Je vous invite à visiter le site qui est plein de ressources. Je vais remercier également Catherine Passirani qui est parmi nous, notre vice-présidente d'égalité qui se bat au quotidien et qui prendra la parole lors de la soirée consacrée à Rocailla Diallo. Tous les collègues du service UA-Culture, de l'équipe de Chloé Langeard et toute l'équipe, Dimitri, Laurence, Félix, Ewen et les autres, ainsi qu'Anne-Laure Guillaume, le service communication avec Cédric Pacreau, évidemment, qui est toujours là, et puis la mission égalité de l'UA, Océane, Manon, Kaylee, toujours présente aussi pour organiser cet événement. Je termine avec un remerciement tout spécial à Nathalie Ménard, qui est en fait la coordinatrice de cet événement, qui a coordonné de manière voilà, absolument magnifique et remarquable cette année un événement pas facile à mettre en musique dans un contexte budgétaire que vous connaissez qui est compliqué. Je vais laisser la parole à mes comparses, que je remercie également, Valentin Tavot et Bertrand Guest. On est ravis d'accueillir pour cette soirée d'ouverture Si le cerf Maulepoix, qui va nous parler, ça commence bien, de radicalité queer. Alors on va les accueillir ici sur scène en les applaudissant. Je vous souhaite un bon mois du genre à toutes et tous, et puis au plaisir de discuter avec vous lors des événements, et en particulier après cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup David et Kaylee pour vos mots. Merci à la mission Égalité, aux copilotes de ce beau mois du genre qui commence en effet, à Nathalie Ménard, et je ne vais pas tous les citer, ils l'ont été à l'instant, mais merci également à l'équipe technique pour ce soir. Et merci à vous, public, venus nombreux, nombreuses, ici dans la salle, mais aussi en ligne. Je suis sincèrement ravi et aussi assez ému d'introduire ainsi le mois du genre, édition Milité. Et quel plus beau début que cette rencontre, en effet, qui nous fait vraiment, vraiment très plaisir. On va commencer par rappeler que cette rencontre, en fait, ça fait 2 ans qu'on l'attend, qu'on la prépare. Valentin avait eu l'idée de t'inviter, et le mouvement contre la réforme des retraites, la grève des trains, très légitime,
je préfère le dire, avait reporté sine die, et nous y voilà, nous y sommes enfin. Entre-temps, nous t'avons lu encore, et tu as écrit encore et encore, alors qu'à l'époque, c'était vraiment peut-être écologie déviante qui nous occupait. Ce soir, nous allons parler d'un peu plus qu'écologie déviante, puisque le propos a essaimé dans toutes les directions. Et avant de donner la parole à notre invité, je serai bref, mais de dialoguer tous les deux avec lui. Je vais prendre 5 minutes pour poser tout simplement un petit cadre pour cette soirée. Nous allons dialoguer une petite heure avant d'ouvrir l'échange avec vous dans la salle. Il y aura aussi un moment convivial après, de sorte que les échanges en fait, pourront aussi se faire plus informellement, je dirais, quand on aura terminé ici. Je vais présenter rapidement l'invité, bien sûr, mais d'abord, à côté de moi, Valentin Tavot, qui est docteur de l'Université d'Angers en histoire contemporaine, historien indépendant, consultant, jeune chercheur sur l'histoire de la vigne et du vin dans la vallée de la Loire. Il a ici à Angers, et je pense que certains dans la salle peut-être le connaissent, hein, je ne présente pas un inconnu, un engagement militant, notamment en tant que cofondateur du collectif des Lucioles. Et nous allons avoir la joie, donc, tous les deux, de dialoguer avec toi. Si. Tu es auteur, chercheur, journaliste indépendant. En réalité, tu as plein de casquettes, traducteur, enseignant, en théorie critique, dans des écoles de beaux-arts. Et tu nous fais l'honneur, le plaisir de venir nous voir de Marseille. Après des études en littérature, en sciences humaines, en histoire de l'art, et ici vous apercevez en fait toute petite partie de la très très abondante page d'accueil du site de SI. Et tu as aussi cette expérience militante puisque tu es membre de collectifs LGBTQI et écologiste en France. Comme journaliste, tu as couvert, je le dis rapidement, des luttes sociales, des migrations. Tu chroniques la culture queer, la littérature aussi, à travers des entretiens, des enquêtes qu'on retrouve chez Les Inrocks, Le Crieur, Mediapart, Basta, des entretiens dans Libé, Ballast, Mouvement, Diacritique. Tu es en pleine activité et je citerai rapidement quelques-uns de ces livres, justement, en les montrant, et je vous inviterai sur ce site à naviguer vous-même et à scroller, bien sûr. Le retentissant Écologie déviante, dont on va pas mal parler, chez Cambourakis en 2021, où tu inventes en fait une méthode en mêlant, je te cite, entretien, lecture d'ouvrages, récits, expériences personnelles, pour explorer de façon indisciplinaire, historique, à rebours de tout élément de langage constitué, les croisements entre le soin du vivant, la défense des minorités de genre, les croisements des vulnérabilités, les croisements des oppressions, et notamment les croisements entre opprimés, bien sûr. Mais il y a aussi ta traduction du Manifeste gay, dont on va beaucoup parler, je pense, ce soir, de Karl Whitman, texte de 1969, que tu fais passer en français, le premier. Tu l'introduis, tu le contextualises, tu le commentes, et tu le continues avec ta propre voix poétique, avec grande générosité dans un poème que tu adjoins à ce livre, Contre-champ masqué. On pourrait encore citer de Larry Mitchell, le livre que tu as aussi préfacé, hein, Les pédales et leurs amis entre les révolutions, édition du commun en 2023. Il y a aussi un fil biographique autour de Carpenter, dont on reparlera. Donc, Carpenter et l'autre nature, chez Le Passager clandestin en 2022. Et puis récemment, il y a quelques jours, ça n'arrête pas, Édouard Carpenter, Des jours et des rêves, extrait choisi, traduit, présenté par Si le cerf Molpois. Voilà, je vais m'arrêter là et on va te poser une première question. Je dirais simplement qu'au moment de commencer ces questions, c'est donc, je le disais, beaucoup d'émotions parce que c'est une œuvre en construction, une œuvre compagne, une œuvre où on lit un ami, on lit quelqu'un avec qui on a aussitôt un sentiment de sympathie, une œuvre riche, débordante, précise, où tu tisses les rapports entre soins pour le vivant, questions de minorité sexuelle, en traçant toujours des fils le long d'une histoire qui n'est pas majoritaire, des histoires minoritaires, des histoires moins connues. Un travail, je dirais, talentueux de passeur, de penseur et de penseur avec un A. Je m'arrête là. Et donc, première question, on va être plus terre à terre peut-être. Est-ce que tu pourrais définir quelques termes pour nous ?
On pensait tout simplement te demander de donner ton sentiment, ta définition de radicalité queer. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Merci pour cette belle invitation et ce beau résumé. Alors, comment commencer? Radicalité. Bon, moi, de toute façon, je fais toujours des sortes d'allées-venues entre les termes. Il y a un moment où je m'en lasse, il y a un moment où je les réclame, et puis après, je m'en lasse à nouveau, et je me dis, attends, est-ce que c'est encore chargé de sens, etc. Donc, je suis quand même pour un usage assez souple des définitions, notamment quand il s'agit de les penser sur le plan politique et de les réclamer collectivement. Donc, le terme de radicalité, on va dire que pendant longtemps, il était presque un terme qui se situait contre, ou en tout cas... Au moment où j'ai commencé à militer, il était contre, on va dire, ce que j'ai pu travailler après dans des archives, dans des histoires, notamment des luttes d'émancipation sexuelle, etc. Dire contre une certaine vision plus mainstream LGBT. Donc pendant longtemps, la radicalité, c'était justement une forme de vision qui serait susceptible à la fois de revendiquer la question, de penser la question des droits, de l'accès aux droits, des formes de réformisme aussi, mais aussi son articulation au capitalisme et aux mécanismes de prédation, d'exploitation et de domination au sein du capitalisme tardif, let's say, qui est le nôtre. Donc cette radicalité-là, pour moi, elle était vraiment à cet endroit de justement ne pas considérer que c'était suffisant de pouvoir revendiquer en tout cas une certaine forme d'égalité, quand bien même elle est importante, que si en fait on n'avait pas modifié en profondeur les structures qui en fait nous octroyaient des miettes d'égalité, ça allait à un moment, le tapis allait nous être retiré sous les pieds. Bon. Je n'ai pas besoin d'illustrer ce qui se passe en ce moment. Et donc cette radicalité, à un moment, elle s'est située là. Elle s'est située aussi sur la question des actions, des modalités d'action. Je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu reconfiguré depuis mon arrivée à Marseille, mais pendant mes années, donc j'ai étudié à Paris. Et j'y suis resté pendant une bonne dizaine d'années. Il y avait aussi quelque chose d'avoir très envie de renouer avec l'action directe. Alors à la fois la question des manifestations, mais vraiment l'action de blocage, d'occupation, de déroulé de banderoles. Voilà, j'étais, en étant passé justement par des cercles écologistes et liés à la justice climatique, notamment au moment de la COP 21. Je ne sais pas s'il y a des images. Je vais essayer ce petit truc qui marche. Ouais. Oui, j'étais particulièrement intéressé par voilà, comment on continue et comment on développe des actions dans l'espace public, comment aussi on produit des actions qui arrivent à percer un peu le plafond de verre médiatique, et quel récit on leur accole et quel récit on développe aussi autour de ces actions. Donc c'était autant nourri par un engagement, on va dire, plus du côté des luttes LGBTQI que par un engagement écologiste, ou en tout cas lié à la justice climatique. Peut-être qu'on en reparlera. Voilà, il y a quelques exemples d'actions, un déroulé de banderoles ça fait longtemps que je ne vis plus à Paris, j'ai oublié le nom du pont. Pont-Marie, non, c'est pas celui-là. Vous le reconnaissez, je ne sais plus. Pont des Arts, bien sûr, Pont des Arts. Voilà, et puis bon, le Palais du Louvre, Musée du Louvre, et je ne sais plus si c'était le Palais de Justice, le Sénat. Voilà, mais en tout cas, l'idée était aussi de revendiquer quelque chose qui était aussi lié à l'histoire des luttes, notamment LGBTQI, aussi lié à, on va dire, une certaine frange des luttes écologistes, qui considérait aussi qu'il y avait un rapport de force qui se jouait aussi avec du sabotage, voilà, avec de l'occupation d'espace, etc., dans une filiation aussi directe avec le développement de certaines modalités, alors féministes, altermondialistes, etc. Donc finalement, c'est un peu là-dessus que ça s'est tissé. Maintenant, plus j'avance et plus je me rends compte aussi que cette radicalité-là, je dois aller la chercher dans la radicalité du geste militant,
Et par geste militant, c'est pas uniquement la question des modalités d'action, mais c'est aussi dans la précision des attaques, entre guillemets. Et quand je dis attaque, c'est-à-dire la précision des discours qui viennent accompagner aussi les actions, et aussi parce que je suis devenu de plus en plus chercheur, entre guillemets, d'abord indépendant, et puis là j'ai réintégré l'université. Il y a la question aussi des enquêtes de terrain, et pour moi aussi une manière radicale de lutter, c'est-à-dire de produire des contre-savoirs, de véritablement produire des contre-récits, produire des expertises, comme l'ont fait un certain nombre d'autres groupes avant nous, avant moi. Je pense à ACT UP, mais voilà, il y aurait plein d'autres exemples. Et donc, on va dire que les groupes dans lesquels je m'inscris maintenant, plutôt sur le territoire marseillais, sont très animés par ce désir de produire aussi des enquêtes qui vont être capables justement d'aller radicalement emmerder les pouvoirs publics et autres sponsors et multinationales, etc. Donc pour moi, ça devient aussi très important. Donc ça, c'était radicalité. J'essaie d'être un peu plus court pour queer. Queer, je ne sais pas trop où j'en suis avec ce terme. Que j'aime beaucoup aussi à plein de moments, c'est pas l'enjeu, c'est juste, je pense qu'à un moment, notamment où j'ai écrit Écologie déviante, j'avais l'envie de me dégager de ce qui en fait émergeait. Donc Écologie déviante, c'était ce premier livre qui est juste à gauche. Qui était vraiment mon premier livre, un premier livre écrit aussi au moment où moi-même j'étais en train d'apprendre à écrire, entre guillemets, ou en tout cas apprendre à écrire un livre, parce que voilà, c'était une modalité d'écriture que je ne maîtrisais pas, et j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par Isabelle Cambourakis, qui donc a créé la collection Sorcière. Et à l'époque, j'étais un peu proto-journaliste, proto-écrivain, c'était pas très clair. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à essayer de réfléchir au lien entre expérience de la dissidence sexuelle, expérience LGBTQI et écologie, il y avait un champ disciplinaire qui existait, qui s'appelait écologie queer, et qui était un champ plutôt académique, croisé entre la théorie queer, l'environnementalisme et, on va dire, les gender studies. Et je pense que j'avais besoin justement de me séparer du terme de queer parce que je l'associais aussi à un espace disciplinaire académique, là où j'avais envie aussi de m'ancrer dans, on va dire, une terminologie plus axée sur les luttes. Donc je revendiquais à l'époque vachement plus le terme de transpédéguine. Et même les groupes dont je faisais partie, les groupes d'action, transpédéguine et intersexe, voilà, on était plus sur ces modalités-là. C'était pas pour faire franchouillard, c'est aussi que, déjà à un moment, il y avait une tentative de traduire queer par transpédéguine. Et puis il y avait la dimension de l'insulte aussi qui avait tendance à s'effacer quand même dans le terme de queer, la marchandisation du terme dont je ne fais pas un dessin. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, comme ce terme devient fortement criminalisé et retiré des instances possibles de financement, etc. Voilà, la donne change. Mais c'est bien, comme on le disait au tout début, de se rappeler que la langue évolue et que les rapports de force autour des concepts et de la langue évoluent et que donc notre position vis-à-vis de ces termes aussi évolue. Voilà. Ouais, merci, justement, ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième question qu'on voudrait te poser, Bertrand et moi, c'est celle un peu de la présentation de ton parcours personnel, de ton parcours militant en tant que jeune Normand qui se cherche, qui est en quête de sa propre identité, qui est en quête aussi de son type d'engagement, de la manière de s'engager. Et donc je voudrais, si c'est possible, que tu reviennes sur des événements qui sont un peu fondateurs de ta prise de conscience qu'il faut s'engager, qu'il faut militer. Qu'est-ce qui t'a des éléments déclencheurs, et puis que tu reviennes justement sur tes expériences de militantisme au sein de mouvements d'action écologique, et puis aussi dans ton militantisme plus LGBTQIA+, on va dire.
Et ce que tu racontes dans Écologie des viandes, justement, dans ton premier livre, un peu ta quête d'identité, ton parcours, sous forme un peu c'est bon, sous forme un peu d'exil, dans la quête de ta propre identité et en même temps dans une formation militante. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, ton apprentissage? Je crois que c'est la première fois que je fais des questions aussi personnelles. Ok. Donc je suis normand. Non, en fait, bon, c'est pas inutile de le rappeler. Aussi parce que ça veut dire que j'ai grandi dans un espace où les questions LGBTQI étaient quasi absentes. Je n'ai pas de souvenir où ces enjeux-là aient pu exister, en tout cas dans la ville où j'ai grandi. Et j'avais un peu milité au lycée, mais sans véritable moment du CPE, etc. Mais sans véritablement... Voilà, en arrivant à Paris, en me disant pas que c'était nécessairement un enjeu, l'enjeu crucial, c'était trouver un espace collectif de communauté, et peut-être même avant de communauté, c'était pouvoir assouvir l'appétit érotique de quelqu'un qui a 19 ans et qui n'avait rien vécu avant. Donc c'était ça l'enjeu avant de militer. Et puis évidemment, la grande ville... qu'est Paris et les métropoles en général ont l'art de nous exposer aussi plus crûment à celles qui ont le droit ou pas à la ville, à de multiples enjeux d'injustice sociale, etc. Je ne peux pas dire que c'est ça qui est progressivement joué un basculement vers un militantisme plus effectif, puisque avant même de me tourner vers les luttes LGBTQI, ce qui c'est d'abord imposer ces deux autres pans, on va dire, de combat, qui ont été les luttes écologistes et les luttes pour les droits des exilés. Et en fait, c'est tissé à partir de 2015, on va dire, un engagement un peu croisé, à la fois au sein des luttes 2014-2015 pour la justice climatique, comme je le disais, au moment où s'organisait la COP 21. Et c'est un moment, bon, je t'ai déjà raconté, mais je raconte dans le livre, mais où énormément d'associations, de collectifs, de la société civile, des groupes au sein de différents partis convergeaient et s'apprêtaient à converger vers Paris pour s'organiser au moment de la COP 21 et aboutir à un accord ambitieux, etc. Et donc ça a été un peu une sorte de plongée dans le militantisme, là où je pense que je sais pas, il y a eu... Bon, en vrai, le vrai déclenchement, pour moi, c'est une conférence de Naomi Klein autour de son ouvrage Tout peut changer, qui a articulé la question du capitalisme et du climat et de l'écologie. Et je me souviens Bon, j'aime pas l'idée de point déclencheur, je trouve que c'est un peu un mythe qu'on essaie de se raconter. Ah, ça c'est ça, mais bon, il y a quand même un petit truc qui s'est joué. C'est disons que ce qui est auparavant était relatif à la sidération et une sorte de stupéfaction qui faisait que je n'arrivais pas à basculer vers l'action. Là, il y a un truc qui m'avait vraiment pris à l'estomac et c'est après que je me suis engagé dans des différents groupes qui étaient présents à cette conférence avec Naomi Klein et je me suis dit, bon, ok, là, j'affronte ce que je n'osais pas regarder, en l'occurrence la question climatique. Puis de fil en aiguille, et je pense que ça c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup joué au fur et à mesure des années, je trouve que les combats en amènent d'autres et qu'en fait, si on s'intéresse à une lutte, très vite, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que, évidemment, au sein de la question des crises climatiques et écologiques, les populations ne sont pas exactement exposées de la même manière. On s'aperçoit progressivement de la question des vulnérabilités systémiques, ce dont je me suis aperçu aussi, c'est que ma place en tant que jeune PD un peu paumé qui ne savait pas s'il allait lutter pour les droits LGBTQI ou pas, j'avais du mal à naviguer dans ces espaces qui étaient quand même assez masculins, qui reproduisaient des formes de hiérarchie, de manière de prendre la parole, etc. Et puis j'avais été aussi quand même très marqué par le mariage pour tous et les discussions en amont du mariage pour tous, qui avaient été particulièrement violentes en 2013. Et donc, en fait, progressivement, ce militantisme s'est considérablement élargi. Et donc, j'ai participé à cet essor militant et à cette effervescence, parce qu'il y a eu vraiment une effervescence en 2015, au moment de la COP 21, d'autant plus importante qu'en fait,
venaient de différents pays, énormément d'organisations différentes. Et qu'il y a eu comme ça une rencontre à la fois avec une jeunesse, des gens de ma génération qui sont encore militantes, qui ont écrit d'ailleurs, pour certaines avec aussi des livres, etc., avec qui, en fait, on a eu un besoin de... Moi, je trouve qu'il y a eu un truc générationnel autour de ce moment-là et qu'on s'est retrouvés toutes avec cette sorte de besoin de faire exister notre engagement politique qui a aussi muté ensuite. Donc il y a eu ça. Il y a eu les luttes pour les exilés parce qu'en fait, quelques années plus tard, c'était la réforme de la loi Asile. C'était sous Hollande. C'était sous Hollande. Sarkozy. C'était sous Hollande. Et voilà. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai un peu ouvert d'autres tiroirs de la domination, on va dire. Et puis en fait aussi, voilà, je me suis sensibilisé aux multiples formes de vulnérabilité et de violence qui sont produites à la fois par l'État et aussi voilà, par les structures institutionnelles, etc., sur différents corps, ou en tout cas les corps qui compteraient le moins. La mobilisation pour les exilés, j'en ai pas beaucoup parlé en général, mais ça reste, même si là c'est devenu un peu plus marginal, ça a été vraiment un élément fondateur des débuts de mon militantisme et aussi de mes débuts, et j'arrêterai là, de journalisme, parce que j'ai jamais différencié, je suis plus journaliste, ça paye vraiment trop mal, journaliste indépendant, c'est pas possible, mais par contre, voilà, toujours... J'ai jamais séparé l'activité journalistique de mes propres engagements militants, ni même revendiqué à une forme d'objectivité journalistique que je n'ai absolument pas. J'étais pas formé au journalisme par ailleurs, comme tu l'as dit, j'ai pas fait des études, donc je suis arrivé avec mes lunettes ultra militantes. C'est pas toujours très bien passé, mais ça passait chez certains médias. Donc voilà. Et toutes les thématiques que j'ai abordées avec le journalisme ont été des thématiques qui, moi, m'ont permis de me nourrir pour des analyses politiques de terrain. Exemple, j'ai pas mal travaillé sur les CRA, sur la surveillance aux frontières, sur la question de l'éducation aussi, aux LGBTQI-phobie. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'avais un point, on va dire, obscur, qu'il fallait que je travaille, soit aussi, en gros, voilà, je me faisais rémunérer pour le faire, et puis ça pouvait permettre de nourrir aussi notre travail de groupe ou de collectif. Et peut-être, oui, pour être plus précis, du coup, j'ai intégré plusieurs collectifs. Un collectif qui était un peu généraliste, qui s'appelait la Coalition 21, donc qui mobilisait en amont de la COP 21 pour des actions, une grande marche pour le climat, et puis progressivement participer à la création d'un collectif LGBTQI, ou on dirait éco-queer, voilà. Qui lui avait vocation de mobiliser notamment les personnes LGBTQI au sein des espaces écologistes et de sensibiliser les écologistes aux vulnérabilités rencontrées par les personnes LGBTQI. Et puis au sein du BAM, qui a été le Bureau d'aide et d'accueil des migrants à Paris. Et après, au sein d'un groupe d'action un peu plus direct, qui a fait pas mal d'actions dont vous avez vu le déroulé de la banderole sur le pont des Arts, et qui a été assez actif aussi au moment des Gilets jaunes. Voilà. Et ces mobilisations ont muté, considérablement muté, jusqu'à Marseille, qui a rebattu les cartes quand même considérablement. Parce que voilà, dans un État centralisé où les institutions sont quand même très centralisées, le rapport à l'action directe, aux médias n'est absolument pas le même dans une ville comme Paris ou Marseille. Et ça, c'était quelque chose aussi auquel il a fallu que je m'adapte. Et puis, on ne crée pas les mêmes espaces de non-mixité à Paris et à Marseille, par ailleurs. Je vais peut-être m'arrêter là. La réponse était très complète. La troisième thématique qu'on voudrait évidemment aborder avec Bertrand, et qui m'intéresse particulièrement aussi, en tant qu'historien, c'est justement de tes expériences militantes, mais aussi de cette prise de conscience aussi de l'intersectionnalité des luttes, de la communication entre différentes thématiques, formes de lutte. Tu es parti un peu en voyage, pour ne pas dire en exil,
en Angleterre, puis aux États-Unis, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu es parti en quête de traces, en quête de vie déviante, en tout cas qui mêle écologie et déviance. Tu es parti en quête de biographie, tu es allé sur les lieux de certaines personnes, tu es allé expérimenter aussi par toi-même sur ces lieux-là. Et j'aimerais que si tu le souhaites, que tu développes un peu sur deux figures que tu traduis, dont tu retraces aussi les itinéraires. Ce sont les figures d'Edward Carpenter d'abord, puis ensuite de Carl Whitman. Donc sur Carpenter plutôt fin 19e en Angleterre, et puis Whitman plutôt aux États-Unis. Et puis on finira par une petite lecture du texte du manifeste gay de Whitman sur cette question-là. Mais est-ce que tu peux un peu nous raconter leur vie, leurs apports, mais aussi les limites aussi de leurs itinéraires? Et qu'est-ce qu'ils nous apportent aujourd'hui? Vous avez vu que je fais des tunnels, donc je vais essayer de raccourcir mon petit tunnel introductif pour parler de Carpenter et Whitman. Effectivement, je suis parti à un moment aussi où, pour faire le lien avec le militantisme, j'avais été particulièrement affecté par la violence des répressions en manif, au moment de la première réforme des retraites, puis aussi au moment des Gilets jaunes un peu plus tard. Mais donc il y avait un vrai épuisement militant, et ça peut-être on en reparlera, qui est quelque chose qui est une réalité pour beaucoup. Et donc aussi la nécessité de partir pour avoir accès aussi à des histoires qui, j'avais l'impression, se configuraient peut-être un peu plus clairement ailleurs. Et j'avais la possibilité matérielle de partir. Donc je suis, comme tu l'as dit, parti d'abord aux États-Unis, puis en Angleterre. Sur les traces d'histoires, de figures, de collectifs, de communautés qui auraient pensé, articulé leur rapport à la Terre, mais depuis la question de leur sexualité ou de leur dissidence de genre. Et qui se seraient posé la question de c'est quoi cette nature à laquelle je reviens, comment je fais un retour à la Terre, est-ce que mon expérience de vulnérabilité ou de violence vient transformer mon rapport aux soins du vivant, etc. Est-ce que je réinvente des spiritualités, etc., etc. Bon, et il se trouve qu'au cours de ce voyage, je l'ai déjà un petit peu raconté parfois, désolé si vous ne connaissez pas, tant mieux. Je suis tombé donc sur je pense que c'était ce portrait d'Edward Carpenter. J'étais en Californie, qui est juste là, à gauche, avec un beau chapeau. Et il se trouve qu'avant même d'être attiré par sa pensée politique, c'était un peu lui ou Staline, quoi. Je l'ai trouvé assez hot. Et donc, il y a eu un vrai truc. Enfin, disons que son portrait était en fait affiché dans plusieurs appartements dans lesquels je dormais, des appartements de fait, c'est des appartements communautaires. Et cette référence d'Edward Carpenter avait été mentionnée une ou deux fois. Et voilà, la référence qui me semblait une sorte un peu de parent spirituel des mouvements qui m'intéressaient, notamment les Radical Fairies. Peut-être on en reparlera si ça vous intéresse. Et puis son allure ont suffi à évoquer un intérêt, mais il m'a fallu plusieurs années avant de véritablement le lire, parce que Carpenter n'a jamais été republié en anglais depuis, je pense, au moins 70 à 80 années. Il est néanmoins considéré comme une figure du socialisme anglais et d'un certain retour à la terre. En France, il a été, on va dire, rendu plus familier aux écolos parce qu'il est considéré comme un précurseur de la décroissance. Lui, il employait le terme de vie simple ou de vie simplifiée. Et en fait, il y a eu une première traduction qui est sortie au moment où je commençais à travailler sur l'écologie déviante, qui republiait des textes de lui critiquant le luxe bourgeois, l'accumulation qui s'opère au XIXe siècle, revendiquant une forme de maraîchage, de retour à la terre, de recyclage, et qui s'inscrivait dans toute une lignée qui est plus connue, plus hétéro aussi, William Morris, John Ruskin. Alors hétéro, je ne sais pas trop, taureau, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas taureau. Oui, voilà. Et
évidemment, ce qui était intéressant avec Carpenter, c'est qu'il y avait cet apport-là, mais il y a aussi le fait qu'il a énormément écrit sur la science sexuelle, ou en tout cas, il a énormément écrit sur les sexualités non reproductives, on va dire, non hétéro, et dissidentes d'une binarité de genre masculin-féminin. Et Carpenter, il s'inscrit vraiment au 19e siècle dans l'essor de ce qu'on va appeler la science sexuelle, et des discours sur le sexe et la sexualité. Et ce qui m'intéressait chez lui, c'est que non seulement il a écrit là-dessus, mais il a aussi pensé un rôle politique pour ces personnes qu'il identifiait. Alors lui, il n'employait pas le terme queer, ni homosexuel, même s'il l'a utilisé un petit peu, il employait plutôt le terme d'uraniste, en Uranian, qu'on voit parfois traduit en français par uraniste ou uranien, ça dépend, ou membre de la classe intermédiaire. Et ça, cette dimension d'intermédiaire m'intéressait énormément parce qu'elle venait raconter quelque chose aussi d'une vision politique de Carpenter, c'est-à-dire qu'il envisage que les personnes dissidentes de cette binarité masculin-féminin, qui, comme il le croit aussi à l'époque, s'il est un homme, une âme de femme dans un corps d'homme et vice-versa, il les envisage comme ayant un rôle social, spirituel, politique à jouer. Et c'est presque proto-génie lesbien, quoi. On est vraiment sur une sorte de valorisation de cette figure qui, parce qu'elle est intermédiaire, est capable, de réconcilier, on va dire, de réconcilier et de réparer la domination entre les genres et les sexes, est capable justement d'agir. Il se décrit souvent en confident, il se décrit comme étant aussi sensible que les femmes et donc plus à même de les comprendre et donc plus à même de faire le lien et plus à même aussi de fracturer les formes de domination dans sa société. Et là, il a un concept qui est très intéressant, c'est celui d'amour homogénique. Dans lequel il envisage que justement le désir uraniste ou le désir queer, parce qu'il est justement à la mesure de sa répression, est capable de transcender les dominations. Domination de classe, les dominations raciales, les dominations... c'est déjà pas mal, je crois que j'ai oublié autre chose. Non. Et de genre. Et en fait, bon, pourquoi ça m'intéressait? Ça m'intéressait éminemment parce que j'avais besoin de chercher ce serait quoi cette racine des écologies queer. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des racines? Et si oui, à quand elles remontent? Et Carpenter figurait à la fin du 19e siècle à la fois une pensée, on va dire, politique de l'homosexualité, en se revendiquant depuis en tant que sujet alors uraniste, et en même temps un mode de vie, un certain rapport à ce qu'il considère comme la nature, dans lequel il inclut déjà les vies et les corps qui ont été autrement évacués de la naturalité normative. Et donc, bon, là, on était en plein dans l'écologie queer, selon moi. Et ce qui était intéressant, c'est que son écologie queer, elle excède la question de la reconnaissance des droits. Elle excède la question de retour à la terre, maraîchage. Elle venait englober d'autres dominations. Elle venait s'articuler à la prise en compte de la domination qui touche d'autres classes ou groupes sociaux marginalisés. Et là-dessus, ses écrits sont passionnants. Voilà, je vais essayer, parce que comme en plus il vient de sortir, là je suis à fond dedans, donc il faut que je baisse un petit peu l'intensité. Voilà. Et évidemment, ce qui dit aussi que quand on milite et quand on se construit une théorie politique, et moi je connaissais quand même pas, j'avais pas énormément de base, on a besoin de textes, on a besoin aussi de... Alors évidemment, on crée plein de choses ensemble, collectivement, etc. Mais c'est important de pouvoir s'appuyer sur des ancêtres, des aïeux, des parents, on les pense comme on a envie, des amants du passé, des amis. Et je pense que Carpenter figurait une sorte de... de ceux dans cette grande constellation qui m'ont été... et auxquels je continue de poser des questions pour éclairer le présent, quand bien même nos temps sont radicalement différents. Et donc Carpenter était une première lueur, on va dire, et la deuxième, une autre qui a été très importante, ça a été la figure de Carl Whitman, sachant que, bon, j'ai pas dit juste, Carpenter était aussi un militant dans plein d'espaces. Et ça, c'est, voilà, pour rester en lien.
il a été socialiste, socialiste libertaire, plus proche de William Morris que des mouvements réformistes. Il a été proche aussi de syndicats. Il a milité avec plusieurs organisations, en tout cas plusieurs collectifs ouvriers. Il a créé son propre groupe socialiste avec des paysans, des ouvriers, des environs. Il a rejoint les suffragettes, soutenu les suffragettes, etc., etc. C'est pas dire qu'il était idéal. J'ai pas parlé des limites, mais j'essaierai de rebondir dessus tout à l'heure. Et m'intéressait évidemment la question des militants, puisque moi-même je cherchais à me donner des clés ou des outils de comment moi je me positionne en tant que PD, puisque c'est un terme que je réclame, et militant qui s'intéresse aux questions du capitalisme et de l'écologie. Comment on fait d'autres avant moi. Un autre exemple, c'est Carl Whitman, qui là aussi, on parlait de radicalité, m'intéressait parce que Whitman écrit ce texte incroyable avant les émeutes de Stonewall. Alors il y a tout un mythe de est-ce que ça a été écrit juste avant, un an avant, est-ce qu'il ne l'a pas quand même un peu réécrit après, mais en tout cas il écrit un texte à la fin des années 60 qui est vraiment quand même un moment pivot dans la radicalisation des actions, du rapport à la rue et des discours liés aux sexualités et aux sexualités non hétéros. Donc c'est un moment où on voit aussi évoluer, notamment aux États-Unis, un militantisme homophile dans lequel voilà, apparaissent des organisations lesbiennes et homosexuelles vers un passage à la rue, vers le fait de faire son coming out et d'en faire un objet politique. Et donc Carpenter, voilà. Whitman se situe vraiment aussi à cet endroit-là et il arrive aussi avec un parcours de militant. Et ça, c'est important, ça a été important pour moi, aussi pour Carpenter, voilà, parce que m'intéressaient aussi des figures qui sont passées par des mouvements qui n'étaient pas directement liés à la question sexuelle et qui ont dû à un moment bifurquer hors des mouvements de la gauche radicale, parce qu'elles ne trouvaient pas leur place dans ces espaces. Parce que la question du désir, la question de la sexualité, la question du genre étaient marginalisées au sein des socialismes hégémoniques, etc., au sein du Parti communiste aux États-Unis. Et en fait, énormément des figures qui évidemment me travaillent sont évidemment des figures aussi miroirs de ce que moi j'ai envie de leur faire porter par rapport à mes propres interrogations. Je pense qu'on ne cherche jamais dans les archives voilà, sans se chercher aussi un peu soi-même. Et qui du coup ont ensuite négocié avec la nécessité de créer des nouveaux espaces, produire leurs propres textes, etc. Et Whitman écrit ce manifeste gay dont je ne vais rien dire et qu'on va lire maintenant. J'ai la lourde responsabilité de lire les débuts du manifeste gay de Carl Whitman, 1969. San Francisco est un camp de réfugiés pour homosexuels. Et enfui de tous les coins de la nation, nous y avons trouvé refuge, comme toutes les réfugiés, non pas parce que la situation est exceptionnelle ici, mais plutôt parce qu'elle était terrible là-bas. Par dizaines de milliers, nous avons quitté nos petites villes où le fait d'être nous-mêmes menaçait notre travail et tout espoir de mener une vie décente. Nous avons fui les flics qui nous faisaient du chantage, les familles qui nous rejetaient ou se contentaient de nous tolérer. Nous avons été virés de l'armée sous le bruit des tambours, expulsés des écoles, de nos jobs, battus par des voyous et la police. Nous avons formé un ghetto afin de nous protéger. Car il s'agit bien plus d'un ghetto que d'un territoire libre, puisqu'il leur appartient encore. Les policiers hétéros nous surveillent, des politiciens hétéros nous gouvernent, des patrons hétéros nous forcent à nous tenir à carreau, l'économie hétéro nous exploite. Nous avons prétendu que tout allait bien parce que nous ne savions pas comment changer la situation. Nous avons eu peur. L'année passée a vu un véritable essor des idées et des énergies en faveur de la libération gay. Nous ne savons pas vraiment comment tout cela a commencé. Sans doute avons-nous été inspirés par le peuple noir et son mouvement de libération. Nous avons appris à arrêter de donner le change grâce à la révolution contre-culturelle. L'Amérique, KE, dans toute sa laideur, a refait surface avec la guerre et nos dirigeants nationaux. Nous sommes désormais dégoûtés par la qualité de nos vies de ghetto. Là où se logeait autrefois la frustration, l'aliénation et le cynisme, nous constatons de nouvelles caractéristiques parmi nous.
Nous sommes pleines d'amour les unes pour les autres et nous le montrons. Nous sommes emplis de colère en raison de ce qui nous a été infligé. À mesure que nous revient en mémoire l'ampleur de l'autocensure et de la répression exercée pendant toutes ces années, une rivière de larmes s'écoule de nos yeux. Et nous sommes euphoriques, enivrés par l'effervescence inédite de ce mouvement. Nous voulons être clairs sur ce point. Notre première tâche est de nous libérer, ce qui signifie nous vider la tête de toute la merde dont elle a été remplie. Ce texte est une tentative d'exposer différents enjeux, de proposer de nouvelles idées, afin de remplacer les anciennes. Il nous est principalement destiné, il s'agit d'un point de départ pour de futures discussions. Si des personnes hétéros de bonne volonté le trouvent utile pour comprendre ce en quoi consiste la libération, tant mieux pour elles. Il est également important de préciser que ces perspectives émanent d'une seule personne, qu'elles sont déterminées non seulement par mon homosexualité, mais également par mon statut d'homme blanc, issu de la classe moyenne. Il s'agit ici d'une conscience individuelle. Notre conscience de groupe évoluera dans la mesure où nous nous rassemblerons toutes ensemble. Nous n'en sommes qu'au début. Donc 68-69, quand Whitman écrit ce texte, il a déjà milité en tant qu'étudiant sur la côte Est, au sein des milieux antiracistes. Il vient d'une famille communiste. Il grandit sous le macartisme, donc des membres de sa famille perdent leur job. Il va en fait aller à l'université de Swarthmore où il va, avec plein d'autres étudiants, participer à revitaliser des mouvements étudiants de mobilisation, notamment sur les enjeux antiségrégationnistes et de l'antiracisme, et participer à ce groupe qui s'appelle la SDS, qui va être un groupe qui va être un des syndicats étudiants les plus importants et les plus représentatifs de ce qu'on va appeler la New Left, la nouvelle gauche américaine. C'est d'autant plus important que donc Whitman a ce parcours-là. D'abord, le parcours, avant de militer sur la question gay, il milite d'abord sur les questions antiracistes. Et au sein de ce mouvement, avec des étudiants blancs, il va y avoir émergé un certain nombre de tensions, à la fois aussi en raison de leur statut d'étudiants blancs issus de la classe moyenne ou bourgeoise pour certains, et de leur décalage aussi, parfois, avec les quartiers dans lesquels ils vont militer, la manière dont ils font alliance et dont ça va frictionner aussi avec les concernés. Et ça, c'est quelque chose qui, moi aussi, m'importait de réfléchir en tant que militant. On a parlé de Alors, j'ai rapidement évoqué l'anticolonialisme de Carpenter, mais là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est absolument pas pur comme position. Néanmoins, ce que va faire se réaliser progressivement Whitman, c'est qu'il n'a pas sa place au sein de la nouvelle gauche américaine, ou en tout cas qu'on ne lui donne pas la place de pouvoir se penser politiquement, rejoindre d'autres, faire communauté, etc. C'est aussi le moment de la guerre du Vietnam, qui va être très vite antimilitariste, militer contre la conscription militaire, etc. Mais puis il va arriver à San Francisco, et à San Francisco, il est marié à l'époque avec une autre militante antiraciste très connue, et puis leurs chemins vont se séparer, non sans heurts. Elle va rejoindre les mouvements féministes radicaux, et lui rejoint, on va dire, l'essor des communes et des communes gays, et des premiers groupes d'action directe avant Stonewall. Ce qui veut dire aussi que depuis le début du XXe siècle, et notamment à partir des années 50 et des années 60, en fait, le militantisme gay radical existe, gay, lesbien, etc., existe déjà. Il y a déjà eu des actions, il y a déjà eu des confrontations avec la police, etc. Cependant, quand Whitman écrit, il met le doigt quand même sur cet élan et sur cette énergie de radicalité, d'action directe et confrontationnelle, qui est quelque chose qui me semble en tout cas particulièrement ancré historiquement à ce moment-là. Et son texte va avoir quand même un retentissement très important, puisque dans la suite de son texte qui va tourner, vont aussi émerger un certain nombre de groupes gays et lesbiens, avec des dissensions, etc. Mais le manifeste va énormément tourner, notamment pour cette dimension intersectionnelle, ou en tout cas d'articulation entre les luttes. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi chez Whitman, c'est l'importance d'articuler les luttes et
en reconnaissant les différences entre les luttes et les points de vue situés. Pour moi, le fait qu'il se situe en entrée de manifeste, à son époque, je trouve ça fascinant, que déjà ils reconnaissent l'endroit d'où il part pour écrire en 68-69. C'est pas le seul à le faire, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Et ça, c'est quand même voilà, quelque chose qui me semble intéressant. Et évidemment, il a aussi cette dimension écologiste, et je vais arrêter là-dessus après. Il m'intéressait aussi parce que Whitman participe à la création de communes, en tout cas de tentatives communautaires. Il va partir de San Francisco, puisqu'il critique le ghetto gay. Il critique des modes de vie aliénés, on va dire, aux logiques de la grande ville et la commercialisation des identités telles que ça se joue déjà dans les années 60. Et donc, il décide de créer un autre centre névralgique, ou en tout cas d'essayer, depuis la campagne et depuis la ruralité. Et là, il va participer avec d'autres, et les communautés, notamment lesbiennes et féministes, vont avoir aussi un essor encore plus important que les communautés gays. En Oregon, ils vont acheter un petit terrain et puis progressivement, ils vont l'investir avec son compagnon et des amis sur lequel ils vont... voilà, il va aussi, comme l'avait fait Carpenter avant lui, en fait, renouer avec le travail manuel, la pratique du maraîchage, des jardins fruitiers, du recyclage, et il va aussi créer un journal qui s'appelle, participer en tout cas à un journal, RFD, qui est ensuite après devenu le journal des faits Radical Fairies, des faits radicales, qui est un mouvement qui apparaît plus tardivement. Et ça m'intéressait aussi parce que quand on parle de militantisme, je pense qu'il faut aussi penser aux formes que ça prend. Et je trouve que aussi aujourd'hui, quand on s'interroge sur à quoi on participe, à quel produit, quel type de produit, chez qui on publie, comment on publie, en fait, la question des formes et des objets matériels politiques, elle est c'est pas un luxe de la poser, elle est essentielle à poser. Et donc lui, il participe quand même à l'essor d'un journal autonome qui va se créer dans différentes communes et qui va tourner entre différentes communes et qui va essayer de produire une sorte de contre-imaginaire avec de la spiritualité néo-païenne, avec des conseils sur comment refaire sa charpente, comment recycler sa merde, comment élever ses chèvres, comment éduquer autrement les enfants. Et on voit que ça n'est qu'un journal parmi d'autres, notamment qui émergent dans les communautés féministes et lesbiennes, qui sont aussi des manières, ou féministes noires aussi en ville, qui vont être des manières de produire d'autres vecteurs de communication et de savoir qui ne sont pas indexés sur des logiques marchandes, ou en tout cas qui essayent de sortir un peu d'une forme de commercialisation capitaliste des identités et des cultures dissidentes. Et ça me semble, aujourd'hui on s'interroge si on reste sur Insta ou pas, en tout cas intéressant à se rappeler que voilà, il y a des expériences qui peuvent se faire aussi, là c'est peut-être pas les seules, elles sont peut-être pas idéales, mais en tout cas il y a eu toujours ce travail contre-culturel qui a été très riche. Ouais. Merci beaucoup. Et je crois qu'un des fils rouges parmi tant d'autres que tu tisses, c'est celui des lieux, des espaces, des refuges, des espaces où on n'est pas toujours libre d'être soi, d'emblée, et où on doit construire aussi quelque chose. C'est écologique en cela que c'est le premier sens du mot écologie, avec la maison, eukos. Ça me permet de faire un clin d'œil à l'un des nombreux échos, l'une des nombreuses résonances de ton propos avec le mois du genre et ses manifestations. Et je ferai un rapide clin d'œil à l'exposition que le public a peut-être déjà découverte ou va découvrir après cette rencontre dans l'espace d'accueil. L'exposition de Emma Hérault, très belle exposition sur justement les lieux utopiques à côté, les passés qui peuvent redevenir des futurs, etc. Dans un contexte ici un peu rural, si je ne trahis pas ce que j'en ai perçu, et saphique. Et je trouve que c'est très important de montrer que les points de vue situés, comme tu viens de le dire, peuvent se rencontrer, résonner, produire des échos au-delà parfois des attentes. Alors, je crois qu'on est au cœur battant de ta pratique militante qui est aussi poétique, et c'est peut-être un peu la nouvelle question que j'aimerais t'adresser. On a entendu un texte, et c'est ce que tu écris dans le début de ta préface du texte de Larry Mitchell, Les pédales
et leurs amis entre les révolutions. Tu dis, c'est ta première phrase, « Il y a des livres qu'il faut partager, des livres dont le réconfort et le plaisir que l'on en tire nous excèdent forcément, nécessitent que nous les lisions à voix haute ou qu'ils circulent physiquement de main en main pour affecter en retour celles qui nous paraissent en avoir le plus besoin. » Je m'arrête là tout simplement pour embrayer sur une question sur ton rapport à la littérature ou à cette circulation des textes qu'on a dans le cœur, qu'on a dans la voix, et je pense que tu le montres, tu le donnes à entendre et ça vibre. On va procéder à une deuxième lecture de Contre-champ masqué, mais avant, j'aimerais peut-être t'interroger sur ce rapport que tu as à la voix dans le militantisme ou ta militance, c'est-à-dire, moi, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression, et je pense que je ne suis pas le seul, que ça parle à beaucoup plus qu'un point de vue situé de chercheur. C'est quelque chose qui emmène beaucoup d'expériences qui n'arrivent pas à se dire et qui, sous ta plume, peut-être, trouvent aussi une manière de se dire, de s'écrire, de dialoguer, de commencer à se dire, avec des questions aussi de silence brisé, hein, de briser des non-dits, disons. Alors, pour clarifier ma question, moi, j'aimerais faire une autre citation que c'est toi qui fais, en fait. Dans ton livre sur Carl Whitman, tu cites James Baldwin quand il écrit, je cite donc James Baldwin, cité par toi, « Il faut d'abord dire que ce n'est pas nous qui avons créé le ghetto, c'est les autres. Aussi longtemps que nous resterons enfermés dans un langage, nous serons en danger. Le ghetto est toujours basé sur cette espèce de complicité. » Moi, j'ai l'impression que ta pratique langagière, quand tu écris comme quand tu parles, c'est toujours désincarcéré comme ça, désenfermer, défaire des nœuds de facilité, de silence, de réduction, de simplisme. Tu ouvres, tu déploies. Est-ce que c'est une poétique consciente chez toi? Est-ce que c'est ça qui t'amène, peut-être aussi, je fais mon petit tunnel à moi, à pratiquer quelque chose qui est entre le conte, la poésie, le fragment scatopolitique? J'adore ce texte de toi. On sent la recherche d'une forme qui ne sera jamais une seule et unique forme qu'on peut cibler. C'est entre les genres. Je pense que c'est autant en fait, malgré tout, qu'est-ce qui produit l'écriture? C'est autant des conditions matérielles, à un moment donné aussi de qu'est-ce qui accueille la voix. Et en l'occurrence, ce qui avait commencé à se tisser. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman, j'ai jamais réussi à le faire. C'était le premier. Depuis que je suis tout petit, je vais écrire un roman, je l'écris toujours pas. Donc bon, mais par contre, à un moment, j'ai eu la possibilité, parce que aussi je commençais à écrire de manière un peu journalistique, grâce à Isabelle. Et je pense que c'est vraiment, je ne saurais la remercier assez parce que Isabelle Cambourakis a ouvert la possibilité, parce qu'on était dans des espaces militants et politiques qui se croisaient souvent et qu'elle était elle-même intéressée par ce sujet. C'est comme si j'avais eu l'autorisation, parce qu'il y avait un espace pour m'accueillir et un espace qui aussi, dans la collection Sorcière, était suffisamment protéiforme, articulé quand même aux questions de la non-fiction, à l'entrecroisement, on va dire, d'un rapport plus poétique au monde et en même temps de la théorie et en même temps un ton un peu journalistique, que ça s'est tissé comme ça. Et au début, je m'étais dit, je vais mettre des poèmes. En tout cas, la poésie était clairement quelque chose que je voulais conserver. Et puis, je venais d'un parcours universitaire quand même. Donc, j'avais aussi, on va dire, des réflexes très formatés ou en tout cas déterminés. Et donc, je suis arrivé avec ce que j'étais, quoi, sur ce que j'étais, ce dont effectivement auquel je tiens particulièrement, c'est-à-dire une sorte de fourmillement, quoi, un fourmillement et des tremblements formels qui peuvent venir aussi, moi, me déstabiliser dans mes propres réflexes, parce que je fais des très longues phrases en général, et vous voyez, voilà. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est aussi un peu s'auto-court-circuiter. Et je pense que du coup, on va dire que l'écriture journalistique associée à ce premier livre, ça a un peu lancé quelque chose de la veine de la non-fiction. Et en fait,
ça a été, voilà, les conditions matérielles ont fait que j'ai pu écrire comme ça. Et puis progressivement, par exemple, j'ai eu une bourse, une résidence et d'écriture en Suisse. Et là, je me suis dit, ok, tu dois traduire le truc de Whitman. J'avais envie d'un truc un peu secos, peut-être un petit peu trop secos, mais donc était le contexte historique autour du manifeste. Et puis je sentais que j'étais aussi bloqué, que je suis pas capable d'écrire de la théorie, Bah déjà parce que pour moi c'est difficile à écrire seul. Notamment après des expériences d'écriture collective de manifeste, j'aurais pas pu faire comme Whitman et écrire un texte de manifeste. C'est quoi le manifeste PD ou gay au présent? C'était impossible. Et donc la seule manière de répondre, par exemple, ça a été d'aller vers un poétique plus sec. Mais quand j'ai plus sec, en tout cas plus incisif et peut-être plus troué. Tu parlais des silences. Et donc ce texte-là c'était une manière de répondre à une incapacité en fait qui était la mienne, qui était celle de pas réussir à produire du politique autrement que comme ça. Et comment dire? Je trouve que j'ai pas répondu à la question, mais en tout cas, enfin si j'ai répondu, mais en tout cas, j'ai pas répondu à la question pour moi-même de comment on négocie quand on écrit entre le fait de faire exister sa sensibilité, notamment quand on écrit en lien avec la théorie politique ou des enjeux militants, etc. Et en même temps sans s'enfermer dans une sorte d'autosatisfaction de ses propres émotions, etc. Des fois, j'ai l'impression d'écrire depuis un jeu, mais tout en essayant de rester le pudique. Et je trouve qu'il y a un endroit qui n'est pas évident à tisser, que je trouve compliqué Enfin, cet équilibre-là est compliqué à saisir. Et par contre, sur la question de la citation de Baldwin, je pense qu'effectivement, il y a un danger de l'attente, il y a un danger aussi des formes. Comme on le disait avec les concepts et le langage, c'est que en tout cas, c'est important de continuer à se déplacer. C'est important de continuer à se déplacer dans le langage, dans les formes. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaye en tout cas de plus ou moins consciemment de faire. Mais je sens bien aussi que je m'ennuie si je reproduis le même type d'écriture. Et je pense qu'il y a aussi un truc de l'élan et de la justesse à soi, notamment quand on milite, où on se dit bah non, là c'est pas la bonne forme en fait, c'est pas la bonne forme. Je suis pas au bon endroit si j'écris comme ça. Je suis pas au bon endroit parce que soit je suis pas assez savant, soit en fait c'est pas un jeu qui doit émerger, c'est un nous. Donc dans ce cas-là, ça vaut pas le coup. Donc dans ce cas-là, c'est quoi par rapport à l'enjeu du temps et l'enjeu politique du moment la forme qui conviendrait? Bon, ouais. Et il y en a jamais qu'une parce que oui. Il n'y en a pas qu'une, et la preuve, on me revient la difficile tâche, comme mon camarade tout à l'heure, de donner voix à Si Le Cerf Mollepois lui-même, dans le poème dont je parlais, que tu ajoutes au livre de Carl Whitman, et ce poème s'appelle Contre-champ masqué, dont je lis un chant. L'aube se lève sur l'horizon. Un bleu rose et brumeux précipite l'azur dans la mer. Ciel et mer sont pourtant deux entités bien verticales. Une vieille histoire de perspective coloniale. Journaliste d'improvisation, depuis mon inconfort passager, je survole les vaisseaux, les quartiers et les campements de celles qui fendent un monde bâti sur leur sueur et leur sang. Je pourrais rester hors de portée, comme on me l'a appris, mais j'attends fébrilement du pouvoir de l'image et des mots qu'il amplifie, l'alerte et fracture mon surplomb. Je comprends, bien que je n'ai jamais vécu l'exil, puisque être exilé, c'est être défait, c'est la perte violente et non choisie de tous les symboles vivants de l'identité. Ethel Adnan. Je comprends que ma condition est celle d'une émancipation nécessairement retardée, que honte et fierté existent comme un moteur et un système qu'il faut trahir encore et encore. La forme politique, la forme d'alliance politique que je poursuis ne peut rester lettre morte, enveloppe vide ou patchwork à jamais décousu.
Je n'y perdrai rien d'autre que ce que je souhaitais déjà quitter. L'aube se lève sur l'histoire. À la confusion du présent cède celle de l'archive. Entouré d'étranges architectures, de panthéons et de sépultures branlantes, de héros et de saintes, je suis en quête de modèles. Il y aurait tant à sauver, tant d'oubli. Les genoux dans la terre, des heures durant, à renifler et déterrer furieusement le passé comme un chien affamé son os. J'aboie à la lune pour y entendre un écho. Je cherche des maîtres à penser qui me tiendront en laisse et m'indiqueront la marche à suivre. Seul, à quatre pattes, à raviver un passé dont les survivantes ne veulent qu'à moitié, je me gave le cœur d'archives endeuillées, obsédé par les pédales qui me ghostent, dont je compile compulsivement les traces. J'imagine les contours d'un monde où leurs amours, leurs révoltes et leurs enthousiasmes auraient été menés à leur terme naturel. La mémoire est une chose si liquide, si grise, si trouble, que je me demande si j'ai la passion des histoires qui finissent mal et des drames bien lisses, et s'il ne serait pas préférable de gérer ça à plusieurs. Je ne sais pas si j'ai des trucs pour commenter. Disons qu'il y avait... Non, parce que j'ai pas envie de faire une explication de ce que j'ai essayé d'écrire. Disons qu'en tout cas, ce contre-champ a été salutaire pour poser aussi un certain nombre de choses qui me traversaient, des expériences qui avaient été les miennes en tant que journaliste, des expériences aussi militantes, de la difficulté du rapport aux archives dont j'ai pas du tout parlé, des archives et aussi de la disparition, des archives de la violence, qui ne sont pas que des archives de violence, qui sont aussi des archives de résilience, mais qui sont aussi des fois très endeuillées, et des fois c'est très compliqué aussi de gérer ça seul. Donc j'ai fait aussi un moment partie du collectif marseillais d'archives Mémoire des sexualités, et on avait un jardin qui aidait à faire passer la pilule parfois aussi, et qui provoquait aussi des occasions de partager les mémoires de manière, socialement, et tout en continuant à cultiver la terre. Et je pense que si on parle d'écologie queer, c'est aussi ça, trouver des outils et des systèmes pour partager nos récits, en déballant des cartons dans un jardin, en se lisant des choses, en se lisant des contes, voilà. Et c'est aussi ce qui m'importait peut-être, et j'arrêterai, c'est l'impureté des archives, c'est d'éviter, ça c'est quelque chose qui me questionne de plus en plus quand je travaille sur quelqu'un comme Carpenter ou des figures militantes, c'est de résister à l'idéalisation des militants, même de ceux qui ont été minorisés. Et parce que je pense qu'à un endroit, on est tiraillé entre le fait d'avoir à rendre justice à des mémoires qui se menacent d'être perdues ou effacées, et à reproduire une sorte de logique, alors sinon positiviste, en tout cas un peu hagiographique et idéalisante. Alors qu'un des enjeux aussi en tant que militant au présent, c'est de réussir à penser depuis nos impuretés, depuis nos difficultés, depuis nos impensés, depuis nos privilèges, mais aussi nos erreurs, nos échecs. Et il y a ce texte magnifique de Jack Halberstam sur l'art de l'échec. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse aussi que ces militants, l'histoire de ces militants, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est aussi des histoires fracturées par des échecs, des échecs collectifs ou individuels, de la domination, de la violence. C'est pas que des mouvements d'émancipation. Quand bien même il y a des intersections avec d'autres mouvements, ça les empêche pas d'être sexistes, racistes, homophobes, transphobes, etc. Et si on pense pas, en tout cas, comment se réconcilier ou en tout cas compagnonner avec ces histoires-là, comment on peut compagnonner aussi avec celles qui, aussi au sein de nos espaces militants, ne sont pas parfaites et en fait... Et nous-mêmes, et nos propres endroits d'obscurité. En tout cas, du coup, voilà, la question des archives, de comment
on produit et on transmet l'archive au présent, pour moi, elle informe aussi le type de militantisme que j'ai envie de chercher en ce moment. Oui. Merci. On voulait poser une dernière question, on ne va pas le faire, parce qu'on va laisser du temps pour la salle, pour que vous puissiez poser plein de questions assis. Et puis, tu as en fait anticipé notre propre dernière question, en fait, sur aussi un fil rouge que tu as dans ton livre, autour du soin et des pratiques communautaires et comment prendre soin avec le vivant, l'humain, le non-humain, le visible et l'invisible. Mais tu en as déjà un petit peu parlé en filigrane tout au long de ce que tu viens de dire. Donc, on va plutôt conclure en ouvrant la parole à la salle pour poser des questions. Donc, je vais me déplacer pour vous tendre le micro. Bertrand, tu y vas ? Ok. Donc, n'hésitez pas. Ah, il y en a déjà une première. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Angers. Et est-ce que tu pourrais parler un peu plus des Radical Fairies, que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant de leur histoire, leur spécificité, et aussi comment ils vivent maintenant, parce que pour moi, c'est plutôt un mouvement un peu ancien de mon enfance. Voilà. Alors, moi j'ai rencontré les Radical Fairies telles qu'elles existaient aujourd'hui. D'abord, quand je suis parti aux États-Unis, je cherchais, on m'avait parlé des faits radicales. Il se trouve qu'elles avaient été mainstreamisé et popularisé par la série Looking, qui était sortie sur HBO, notamment lors d'une fête dans les bois, et on m'avait dit va regarder du côté des Radical Fairies, il y a sans doute une histoire de croisement entre la question de la nature et la question aussi de spiritualité, etc., de vie communautaire et collective. Et donc une partie du livre des écologies déviantes, ça a été de commencer à raconter leur histoire. C'est un mouvement qui émerge en 79, en tout cas officiellement, qui se définit après une première conférence dans l'Arizona en 79, mais le thème de fairies, de fées, qui est au départ une insulte, en fait circule déjà depuis les années 60-70. Il y a des groupes, notamment d'hommes, homo, qui se retrouvent, mais pas uniquement, sous cette appellation de groupe de discussion fairies, de fées. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement des Radical Fairies, c'est qu'il s'inscrit dans une continuité historique, qui travaille d'autres spiritualités, qui cherche dans d'autres traditions spirituelles un certain lien au vivant, un lien aussi qui aurait laissé sa place à la question du corps, à la question de la sensibilité, de la sensualité, à la question sexuelle. Et l'un des fondateurs des Radical Fairies, un des initiateurs, qui d'ailleurs connaissait très bien Carl Whitman, et Whitman participe au premier rassemblement pour les Radical Fairies, même s'il va un petit peu être ambivalent vis-à-vis du mouvement. En tout cas, l'un de ses cofondateurs, c'est Harry Hay. Harry Hay, c'est un militant important du XXe siècle qui va participer à aussi, j'en ai pas parlé, mais qui participe à un certain nombre de collectifs, notamment la Mattachine Society dans les années 50, qui est un des mouvements homophiles les plus connus, et qui ensuite va militer à la fois avec les peuples autochtones et créer, quand il est déjà âgé, parce il est mort âgé, en 79, avec d'autres militants gays, ce mouvement, qui est en fait une cristallisation de discussions et d'un imaginaire et de manière de se retrouver qui est déjà en germe quand même depuis une dizaine d'années. En tout cas, selon mes recherches. Et sans doute, et même Carpenter parle déjà de paganisme. Bon, bref. Et donc ce mouvement, à partir de 79 et au cours des années 80 et 90, un peu différemment des communautés, par exemple lesbiennes, féministes, dont j'ai brièvement parlé, va aussi se manifester, et c'est ça qui m'intéressait pour la question des écologies, par un retour, ou en tout cas un déplacement des centres-villes, notamment San Francisco, mais pas uniquement, Los Angeles, etc., vers des espaces dits plus ruraux. Il me semble que c'est dans le Tennessee que le premier sanctuaire est acheté, va acheter collectivement un espace sanctuaire dans lequel ces militants vont se retrouver un certain nombre de fois par an, notamment autour de rites païens, des solstices, pour interroger leur place, leur rôle au sein de la société, quel rôle politique, quel rôle spirituel elles ont à jouer au sein
de la société états-unienne, notamment, mais aussi se réconcilier avec leur féminité intérieure, the sissy boy inside them. C'est vraiment et Harry Hay, qui va être proche de Whitman et d'autres militants, et de Arthur Evans, dont on n'a pas parlé. Mais Harry Hay est aussi énormément travaillé par la question de la masculinité et de quel type de canon et de masculinité homosexuelle sont en train de se standardiser au sein du capitalisme et du capitalisme néolibéral. Et donc ça, c'est important parce que ce soit Whitman et d'autres, ou Hay, donc le cofondateur des Faits, il y a vraiment cette question de masculinité folle ou de masculinité qui revendique la question de la féminité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va faire partie intégrante des réflexions des faits. Et le terme de réclamer fairies, c'est aussi réclamer cette féminité et la transformer, voilà, retourner le stigmate de la féminité. Pour répondre plus rapidement à la question, ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment, il y a eu une multiplication des sanctuaires au cours des années. Les faits existent encore, même sont dynamiques et vives et existent un peu partout dans énormément de pays, notamment en Europe. On crée des sanctuaires, etc. Elles ont été traversées aussi par de multiples enjeux. La question de leur éventuelle dépolitisation, la question de leur rapport au primitivisme. J'en ai pas parlé beaucoup sur Carpenter, mais c'est aussi de fantasmes vis-à-vis de peuples primitifs plus proches de la nature, etc. Elles ont été aussi traversées par les questions d'ouverture aux nouvelles identités, parce que les identités des années 50, 60, 70 ne se configurent pas exactement de la même manière que le terme de queer, que les non-binarités aujourd'hui, etc. Et donc, évidemment, ça produit des frictions, non sans violence, sans heurts, mais aussi non sans possible. Et donc, voilà, les sanctuaires ont muté et continuent d'accueillir, et je crois font beaucoup de bien à beaucoup de gens, maintenant. Ouais, je m'arrête là. Merci pour ces présentations. Tu as pas mal sous-entendu les limites des deux auteurs, tout en disant que c'était important de critiquer les militants qu'on regarde. Bon, bah, voilà. En gros, quelles sont ces limites ? Ouais. Bien sûr. En fait, c'est intéressant la question des limites. Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, quand on travaille sur des figures historiques ou des collectifs qui sont sans cesse repoussés. C'est-à-dire que, on va dire, les premières approches critiques que je pouvais avoir sur Edward Carpenter ou sur Whitman étaient informées aussi par mes endroits politiques du moment. Et j'ai commencé Carpenter plutôt avec une sorte de vision, sinon amoureuse, comme je l'expliquais tout à l'heure, assez idéale quand même. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'il m'a fallu, mais aussi grâce à des rencontres avec d'autres chercheuses, d'autres chercheuses, notamment une chercheuse trans qui s'appelle Ruby Ford, qui travaille sur le lien entre colonialité et sciences sexuelles en Occident, que progressivement, c'est aussi les autres qui nous font nous apercevoir de nos propres limites dans notre recherche et de comment on avance. Et si on n'accueille pas ça, du coup, voilà. Donc ces limites, on s'en sont déplacées notamment sur la question de l'homosexualité masculine, c'est-à-dire qui écrit ? Qui a le pouvoir d'écrire et d'être publié? Qui a le capital pour être publié, republié, minorer d'autres existences et d'autres pensées? Et est-ce que c'est une pensée qui se sait situer? Carpenter, à un endroit, est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui milite sur plein de fronts, qui est sensible aux questions coloniales, va critiquer ouvertement l'impérialisme, va écrire des textes qu'on va qualifier de féministes, avoir énormément d'amis féministes, penser un désir qui viendrait transcender, comme je le disais, les questions de classe et de race. Voilà, faire un certain nombre de choses incroyables pour un penseur de son époque. Depuis son endroit, il grandit dans la bourgeoisie anglaise, victorienne. Et en même temps, depuis cet espace-là, ces textes amoureux à son compagnon ouvrier Georges ne sont pas d'effet d'un surplomb
et voilà, il rejoue des archétypes bourgeois quand il le décrit. En même temps, quand il voyage en Inde, il ne peut pas s'empêcher d'obéir à un certain imaginaire de l'anthropologie de l'époque qui hiérarchise les races, quand bien même il milite pour l'égalité de toutes les races entre elles. Il ne peut pas s'empêcher aussi de produire des imaginaires, voilà, la catégorie de l'Orient, dans laquelle voilà, vont s'englober un certain nombre de réalités extrêmement distinctes. Et voilà, c'est tous ces enjeux-là en fait, qui se retrouvent différemment chez Whitman. Whitman, j'ai parlé de sa femme, Mimi Feingold, avec laquelle il déménage. Voilà, son histoire personnelle est empreinte aussi d'une certaine forme d'abus, comme je pense ça a été... malheureusement, ça s'est configuré pour pas mal de foyers qui étaient constitués dans des foyers hétéros, et notamment pour des hommes homos qui ont à un moment rompu avec leur famille pour aller vivre leur vie homosexuelle, mais non parfois sans être capable de se poser la question de qu'est-ce qu'ils laissaient derrière eux. Et la question du parcours de Whitman est intéressante parce que sa femme devient une féministe radicale. Son ex-femme devient une féministe radicale et elle n'a jamais voulu témoigner quand je cherchais à... Donc l'indice de cette blessure-là m'indiquait aussi un certain nombre d'impensés, ou en tout cas... Il ne s'agit pas de jeter, voilà, de dire, voilà, c'est pas à moi, en tant que, depuis mon endroit, de poser ces questions-là, mais par contre, il s'agit de plus en plus de faire exister ces tensions-là et ces contradictions. Et en ce moment, moi, je sais qu'une des choses qui me travaille le plus, c'est les questions coloniales et raciales. C'est-à-dire dans quelle mesure les types de savoirs qui se produisent sont des savoirs aussi situés, en l'occurrence depuis Carpenter, au cœur de l'Empire, et dans quelle mesure même les imaginaires d'émancipation sont toujours complices aussi des systèmes qu'ils critiquent. Ce qui n'invalide pas l'élan, ce qui n'invalide pas la théorie, mais ce qui permet au présent de en tout cas faire bien plus attention à une émancipation informée, plurielle, à qui a la parole, qui écrit, à qui on rend hommage, comment on reconnaît ses filiations de pensée, etc. etc. Et donc Whitman, voilà. Bon. J'ai commencé le livre Écologie déviante et j'ai eu beaucoup de mal à le lire en fait, justement parce que je ne savais pas qui vous étiez ou qui tu étais. Donc je vais sans doute pouvoir y revenir avec plus de facilité, je pense. Et ça vient expliquer du coup certaines lectures qui me bloquent effectivement de ne pas savoir qui est la personne qui écrit et d'où elle écrit. Bon, je suis récemment tombé sur Retour à Reims de Didier Ribon. Et bon, je l'ai fini en 3 jours. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que du coup, il faisait le lien entre le milieu ouvrier et sa découverte, comment il revient à Reims et il découvre à ce moment-là la honte d'être de milieu ouvrier plutôt que juste la nécessité de partir à Paris parce qu'il est homo. Et voilà, et du coup, ça m'invite à être plus dans une lecture comme ça, même si je donne plus de place à la lecture des écrivaines, des autrices, après avoir lu Le génie lesbien. Voilà. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous... j'aimerais quand même, à cet endroit-là, mon interrogation, dès que j'ai ouvert ce bouquin, c'est OK, c'est écrit par un mec cis, certes gay, mais du coup, quelle place il va donner aux lesbiennes, aux femmes trans, aux personnes non-binaires, aux mecs trans, voilà. Et alors, c'est une partie de notre histoire queer, mais voilà, je vois que j'ai besoin d'avoir aussi ces écrits-là pour moi me construire. C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que moi, depuis mon endroit, c'était important aussi d'avoir accès à des histoires qui étaient PD, blanches, depuis des espaces qui étaient les miens. Et que donc déjà, il y avait cette trajectoire que je ne pouvais pas occulter parce qu'il fallait que je recompose depuis cet endroit-là. Et comme je le dis dans l'introduction et dans la préface,
je sais bien que c'est ma trajectoire et la mienne et qu'elle va s'adresser aussi pour ces raisons-là. Peut-être elle va sélectionner, ou en tout cas il y a des sensibilités qui ne vont pas trouver ce qu'elles ont envie de trouver. Et donc il a fallu composer entre un besoin qui était aussi de me trouver des aïeux et ensuite d'élargir progressivement à d'autres réalités, dont les communautés lesbiennes dans l'Oregon, les questionnements de personnes non binaires au trans to spirit en Californie, l'écosexualité. Et donc, en tout cas, moi, dans ce premier livre, qui était aussi un endroit, je l'ai écrit j'ai commencé, il commence à dater en fait, parce que là on est en 2025, il a été publié en 2021, il était en germe pendant 3 ou 4 ans. Donc je ne suis plus du tout au même endroit quand même entre ce moment de l'écriture. Enfin, j'avais 25 ans, 24 ans. Enfin, les choses ont quand même considérablement bougé. Donc c'est un peu, voilà, pour moi il y a aussi... moi, j'entends très bien aussi le fait de ne pas nécessairement avoir envie d'entendre certaines voix plus et d'avoir besoin d'autres voix pour en fait s'ouvrir. Et je pense que ça c'est un impondérable. Voilà. En revanche, moi, ce qui me semble important, c'est quand même de réaffirmer aussi qu'il peut y avoir des places de PD qui sont exposés à de la violence systémique, aussi parce qu'ils sont féminisés, qui aussi pensent cette question alors sinon des convergences, de l'articulation, d'une sensibilité et voire voilà, d'une prise en compte élargie de leur situation en résonance avec d'autres dominations, etc. Et en fait, moi, c'était important pour moi de repartir de Trajectoire PD parce que je voulais aussi aller questionner ça chez eux. Et en fait, évidemment, on interroge, je vous ai dit, de toute façon, c'est aussi un jeu de miroir un peu. Hein, je veux dire, c'est aussi de dire, bon, bah, comment eux, ils ont pensé leur propre domination, leur sexisme, leur racisme, etc., etc. Et en fait, moi, ça m'intéresse de travailler quand même depuis des espaces comme ça, qui ne sont pas des espaces ouvriers, ou en tout cas de trajectoire nécessairement ouvrière. Bah oui, moi, je suis parti pour aller à Paris, parce que je de la classe moyenne, mais les langues n'en étaient pas extrêmement nécessaires et c'est ça que j'ai à décrire. Et j'ai pas envie de faire semblant que mon grand-père était ouvrier pour avoir à bien cocher toutes les cases pour avoir le droit à la parole. En revanche, mon enjeu, c'est de ne pas invisibiliser les personnes dont je vais parfois chercher les sources, de ne pas faire de l'extractivisme sans citer. Voilà. Et ça, je pense que c'est un enjeu constant. Je ne l'ai absolument pas résolu. Et heureusement que je continue de m'entourer aussi de personnes qui me le rappellent. Ou qui fonctionnent justement. Là, je pense, par exemple, le fait d'être entouré aussi de penseuses transféministes ou Gwyn, ou en fait depuis d'autres endroits que les miens, non blanches, etc., pour moi, est aussi un endroit où on parlait de comment comment dire, on évite ces carcans aussi de pensée, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Par contre, je ne veux pas jouer la logique de la hiérarchisation. Entre la course de voilà, machin a plus le droit de prendre la parole ou pas. J'estime que depuis chaque parole, il y a plein de choses qui peuvent se déplier politiquement et qu'au contraire, si on ne les pense pas depuis plein d'endroits différents, on n'est pas capable de faire du commun, quoi. Une dernière question peut-être, avant de passer à un échange plus informel. Oui, ok. C'est par rapport à l'écriture de la recherche, et finalement ça rejoint un peu la question d'avant, parce qu'à un moment vous avez dit cette difficulté entre le nous et le je, et c'est vrai qu'en ce moment, surtout dans les savoirs situés, il y a finalement cette presque injonction à la réflexivité qui obligerait presque à justifier justement d'où l'on parle. Et des fois, moi, j'ai l'impression qu'on construit un peu artificiellement cet endroit, alors qu'on pourrait penser à aussi ce droit à l'opacité. Je crois que c'est Glissant qui en parle. Et comment vous travaillez, vous, justement, pour ne pas être dans ce tout transparent, parce que je pense qu'on perd aussi de la capacité à imaginer, à pouvoir s'approprier aussi des discours qui nous paraissent très éloignés de nos combats, et en fait on se dit ah oui si quand même. Et je pense
que c'est cette injonction à la réflexivité qui finalement peut rejoindre le fait de, en fait, pour avoir un certain discours, il faut être comme ça, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, ça, je parle dans tous les sens. En tout cas, je peux répondre à des choses sur l'opacité. Il y a un penseur qui d'ailleurs cite souvent Glissant, qui est important pour moi et qui a été déterminant, c'est Denetem Twambona, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La sagesse des lianes, et qui est un ouvrage alors, qui ne se situe pas exactement comme décolonial, mais en tout cas qui articule les questions de colonialité, et d'écologie notamment, et de résistance au capitalisme. Et lui, il évoque l'espace de la forêt pour évoquer les résistances marronnes notamment, et cet espace entre du clair et l'obscur. Et ça me travaille énormément. Ça me travaille énormément parce qu'une partie des histoires sur lesquelles je travaille, notamment quand on parle de Whitman, c'est la question, et même quand je fais cet acte de transmission d'archives, c'est du dévoilement. C'est du dévoilement presque sous une forme de regarder tout ce qu'on a loupé, qu'il va falloir sortir de l'obscurité et rendre quand même consommable et voire ingérable, non, c'était pas ce que je voulais dire. On espère que ce sera ingérable, mais plus digestible par une certaine forme de commercialisation, voilà. Et ça, j'ai pas répondu à cette question. Et je suis tenaillé entre le fait d'avoir besoin en tout cas, d'une forme de réflexivité historique, par exemple, pour raconter sur les archives, de dire, regardez, voilà, il y a des choses qui se sont faites, en même temps en essayant de dire, attendez, c'est pas parce que c'est sorti que Carpenter est queer ou intersectionnel, etc. Et donc il faut travailler la langue en disant, en fait, ça se configure pas exactement comme ça. Et donc, c'est l'éternel paradoxe dans quoi le capitalisme nous plonge. En fait, c'est une nécessité de revendiquer des formes de visibilité pour pouvoir avoir accès à des droits, à des formes de possibilités de subsistance, de reconnaissance, etc. Et en même temps, d'instrumentaliser. Enfin, il permet cette visibilité autant qu'il l'instrumentalise et qu'il nous dépossède de nos pouvoirs. Et quand je produis ça, quand j'écris, je ne sais pas comment trop je réponds à cette question. Je pense que je ne peux pas être uniquement dans l'opacité. Je pense que quand c'est des questions d'archives, la question de la visibilité des histoires, elle est quand même hyper importante pour moi. C'est plus la manière de comment je vais la raconter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par exemple, la poésie, ça a été un grand soulagement. Ça a été un grand soulagement parce que même s'il y a réflexivité, il pouvait y avoir du silence, il pouvait y avoir... Oui, de l'obscurité même dans la langue. Et c'est ce que je dis au début de ce contre-champ masqué. C'est la question du masque. C'est en fait, on se reconnaît autant dans les identités qui émergent qu'elles sont éternellement insuffisantes. Éternellement insuffisantes, et autant elles permettent reconnaissance, mais elles diffractent aussi, elles séparent, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à cette question de l'opacité, mais... Et puis je pense, dernière chose, que sur le plan militant, la question de l'opacité se pose comme un enjeu stratégique essentiel. Que dans une ère où justement on a des formes maintenant je milite dans des collectifs contre le numérique, la surveillance du numérique et les data centers, la question de qu'est-ce qui circule et cette surveillance généralisée, cette accumulation de données, etc., fait que, et la manière dont on instrumentalise aussi nos identités à des fins nationalistes, fascisantes, etc., voire, bon, ça peut être une option en tout cas, nécessite de se poser la question effectivement d'une opacité collective, du clair-obscur, de la forêt. Et quand je dis la forêt, ce n'est pas uniquement le fait de partir dans la ruralité, mais en tout cas du souterrain. Et voilà. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Ce sera parfait. Non. Bon, s'il n'y a pas de questions, tu as quelque chose à ajouter? Parce que moi, j'ai rien à dire. Non, c'est pas une question, c'est une manière d'embrayer sur la suite en remerciant notre invité, et aussi notre public. Peut-être sous forme de questions, mais qui restera sans réponse, et c'est très bien ainsi. La part qu'il peut y avoir dans le militantisme ou la militance de joie, de fête, d'affects aussi qui ne sont pas que
qui peuvent être troubles en effet ou obscurs. Et bon, c'est pas une transition trop artificielle, je crois, pour changer de lieu et vous inviter maintenant à passer à côté, de l'autre côté du rideau. Merci beaucoup